Aux yeux du public, ils semblaient être une famille heureuse. Ils possèdent des entreprises, ils ont un enfant, mais les dossiers du tribunal allèguent qu'ils ont un côté sombre. Il est accusé d'avoir commandité le meurtre d'un homme et de sa compagne enceinte. Sa femme vient également d'être arrêtée pour plusieurs chefs d'accusation. Ils allèguent qu'elle fait partie d'un gang criminel. C'est une affaire incroyable qui montre qu'on ne sait jamais vraiment qui est quelqu'un. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Très bien. Passons à ce nouveau rebondissement dans cette histoire incroyable de violence de gang présumée dans une petite ville tranquille de l'Indiana. Je vous présente la famille Bashman. Courtney et Henry, parents vivant à New Albany, Indiana. C'est dans la partie sud de l'État de l'Indiana, juste de l'autre côté de la rivière par rapport à Louisville, dans le Kentucky. Les Bashman sont des propriétaires d'entreprises dans leur communauté. Ils possèdent apparemment un bar et un salon de tatouage. D'après ce que nous avons vu, les Bashman semblent être un couple vraiment sympathique. Il semble qu'ils aient un enfant, une jeune fille, et il paraît que cette famille mène vraiment une vie bien organisée. Le 13 mai de cette année, des coups de feu ont éclaté vers 11 h devant cette entreprise à New Albany, Indiana. Heureusement, personne n'a été tué, mais un SUV s'est arrêté, a tiré et est reparti. Un passant a été blessé au pied par balle dans un salon de coiffure. 3 personnes ont ensuite été arrêtées pour la fusillade. Voici leurs photos d'identité judiciaire. Joseph Flesia, Cody Vest, Aaron Brown. La police indique que Flesia a versé 5 000 $ à Brown pour organiser une attaque contre un homme et sa compagne enceinte. Il aurait remis l'arme à Brown pour agir. Lors de son arrestation, Brown a dénoncé ses coaccusés selon les documents du tribunal. Il a donné l'emplacement des preuves clés dans cette affaire. Maintenant, Vest est accusé d'avoir aidé à modifier le SUV depuis lequel le tireur a tiré afin de couvrir le crime. Tout cela s'est passé en mai dernier. Les 3 hommes vieux de Zélie font également face à de lourdes accusations liées à la drogue. Mais la police n'avait pas terminé son enquête. Leur enquête les a en fait menés à un homme d'affaires local, un père de famille. Il s'appelle Henry Bashman. Lorsque Bashman a été arrêté, c'était en septembre. Les voisins ont déclaré à la chaîne de télévision locale WHAS qu'il semblait être un homme vraiment sympathique qui aimait discuter. Il avait un bar et un salon de tatouage, tous deux perquisitionnés lors de son arrestation en septembre. Et il s'avère que Flesia n'était apparemment pas le seul prêt à payer de l'argent pour éliminer une cible. L'homme qui a été visé lors de la fusillade a déclaré que Bachman lui en voulait personnellement. Et c'est à cause de leur lien avec un gang de motards, le gang de motards Outlaw. Selon le ministère de la Justice, les gangs de motards hors la loi sont des organisations dont les membres utilisent leurs clubs de motards comme des vecteurs pour des activités criminelles. Ce sont des organisations criminelles très structurées dont les membres se livrent à des activités criminelles telles que les crimes violents, le trafic d'armes et le trafic de drogue. Dans ce cas, la victime a déclaré qu'il n'était pas en règle avec un chapitre hors la loi appelé Menace 13. La police a examiné le téléphone portable de Bashman et a trouvé plusieurs appels entre Bashman et Flesia. Dans un appel, Brown, le tireur présumé, affirme avoir entendu Bashman dire à Flesia qu'il était frustré que la victime ne soit pas encore assassinée. La police a également eu accès à une discussion de groupe sur l'application Signal, prétendument avec des membres de Menace 13. La discussion montre Bashman partageant une photo de la victime cible du contrat présumé avec un policier disant qu'il était en train de changer de camp. Quelqu'un aurait répondu « Oui, il en sait trop pour changer de camp. » Dans un message entre Flesia et Bashman, Bashman aurait dit que Flesia devrait, je cite, « le couper » en parlant de la victime. Selon les documents judiciaires, des images montrent Brown entrant chez Flesia avant la tentative de meurtre et repartant avec un Armalite Rifle, 15 et des munitions. Ensuite, il y a les appels téléphoniques depuis la prison auxquels, bien sûr, les forces de l'ordre écoutent. Et dans ces appels que Flesia a passés après son arrestation, il aurait déclaré, je cite, « Henry doit payer tous mes frais d'avocat ». Il dit aussi « transmets le message à Henry ». En gros, il doit payer mes frais d'avocat. Sinon, lui et moi, on va devenir de très bons amis pour les 56 prochaines années. Voici la photo d'identité judiciaire d'Henry Bashman. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont complot en vue de commettre un meurtre. D'après ce que nous savons sur Bashman et sa famille, il est actuellement en prison en attendant son procès pour un crime qui pourrait lui valoir une peine de prison importante. Il faut penser à sa femme Courtney et leur fille, puis au dernier rebondissement de cette histoire. Les forces de l'ordre affirmaient que Courtney n'est pas innocente. Voici la photo d'identité judiciaire de Courtney Bachman. Elle a été arrêtée et inculpée d'influence indue dans les affaires.
2 chefs de blanchiment d'argent, 3 de vol pour un montant jusqu'à 750 000 dollars et une circonstance aggravante liée à l'appartenance à un gang criminel. Après l'arrestation de son mari, les enquêteurs se sont intéressés à un bar des Beckman, selon News and Tribune. Les enquêteurs disent bon que Bachman leur a déclaré ne pas tenir de registre de paie et payer ses employés en espèces. Les autorités auraient découvert environ 35 000 dollars en liquide chez eux. Ils ont aussi découvert que le couple aurait sous-déclaré à l'État de l'Indiana, entre 2023 et 2025, 287 778 dollars de vente. Bachman aurait aussi omis de collecter près de 20 000 dollars de taxes de vente sur la même période. Courtney Bachman a été libérée sous caution, mais son mari pourrait être jugé dès le mois prochain. Maintenant, l'homme qui semble relier tout le monde. Dans ce cas, Brown. Il pourrait fournir ces informations car il a conclu un accord de plaidoyer en échange de sa coopération. Pour en discuter avec moi, voici Jim Trusty, ex-chef de la section crime organisé et gangs au ministère de la Justice. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Law and Crime. C'est pour cela que c'est si précieux de parler à quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Parce que parfois, je veux dire, sans tomber dans le cliché où l'on entend parler de ces choses que dans les films, mais cela semble être le genre d'affaires qui pourrait correspondre à cela. Tout d'abord, à quel point les gangs de motards sont-ils actifs en matière d'activités criminelles? Oui, ils ont une assez longue durée de vie. Vous savez, il existe évidemment toutes sortes de clubs de motards qui ne sont pas du tout impliqués dans la criminalité ou alors dans une criminalité de très bas niveau. Ça n'apparaît pas vraiment sur les radars des forces de l'ordre. Certaines organisations bien établies, comme les Outlaws, sont justement le sujet d'aujourd'hui. Les Hells Angels, vous savez, d'autres gangs régionaux de motards qui se sont affiliés à des organisations nationales. Et donc, ils sont toujours là, vous savez, et ça a tendance à être axé sur la drogue et la violence, et ça peut être un peu sectaire. Il peut être un peu difficile de savoir ce qui se passe de l'extérieur, mais ils sont toujours là tous les jours, on dirait bien. Ouais. Et dans ce cas, il y a apparemment une sorte de problème qu'ils avaient avec la cible de ce prétendu contrat. Il était en mauvais termes avec le gang. Je veux dire, dans ces cas-là, parce que je peux voir où c'est, tu accuses quelqu'un d'avoir tenté d'organiser un contrat. Mais quand il s'agit de poursuivre une affaire comme celle-ci, comment tu la relis à quelque chose de plus grand que ça? Si tu observais l'organisation du gang de motards, Menace 13 dont ils sont accusés de faire partie, Ouais, c'est une excellente question. Eh bien, en fait, pour n'importe quel type d'affaires de gang ou d'entreprise criminelle, et j'ai travaillé sur des affaires fédérales de type Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations pendant des années. Tu sais, tu recherches un schéma d'activité de racket. Donc, tu cherches plus d'un incident. Tu cherches à obtenir les meilleures informations directes et internes possibles. Parfois, ben, c'est une écoute téléphonique. Parfois, ben, les gangs sont négligents avec les téléphones. Je ne pense pas que cela concerne cette affaire. Si tu ne peux pas écouter les téléphones et veux faire pression, tu cherches des informateurs. Et dans cette affaire, tu sais, on entend toujours parler de l'omerta. On entend parler du code du silence au sein des gangs criminels. Et bien sûr, les gangs de motards ont une longue histoire avec ça. Et c'est intéressant dans deux sens. La première chose, c'est que beaucoup de la violence que tu vois dans les gangs est comme dans cette affaire. Elle est dirigée vers l'intérieur du groupe. Ils craignent que certains collaborent avec la police, violant ainsi la règle d'or. La deuxième chose, c'est que malgré leur discours sur l'omerita et leur condamnation contre ceux accusés de coopérer après une arrestation, beaucoup finissent par balancer. Et donc, vous savez, c'est un cas où on peut le comprendre en lisant entre les lignes et même parfois de façon explicite dans la plainte. Ces types se sont fait arrêter et ont immédiatement commencé à balancer tout ce qu'ils pouvaient. Donc, les autorités se retrouvent avec une vraie longueur d'avance sur cette fusillade en particulier. Mais que vous essayez d'intégrer cela dans une affaire plus large qui raconte toute l'histoire de Menace 13, comme on les appelait, ou d'un affilié hors la loi. Ensuite, il faut remonter dans l'historique, il faut creuser et trouver de plus en plus d'informations. Cela pourrait être du trafic de drogue, des actes de violence, voire certains types de fraude qui pourraient être qualifiés pour entrer dans une affaire de racket. oui, et dans ce cas, les 3 personnes arrêtées en lien avec la fusillade faisaient toutes face à des accusations de trafic de drogue à l'origine. Et cela semble également être au cœur de cette affaire. Vous avez traité des affaires fédérales, des affaires de grande envergure. Lorsqu'il s'agit des suspects dans cette affaire, à ce stade, je ne dis pas que ce sont des gros poissons, mais je veux dire en termes de niveau, où se situeraient-ils dans un gang?
Ou cela se classerait-il en termes d'activité globale du gang lorsqu'il s'agit d'un groupe national comme les Outlaws? C'est difficile à dire pour l'instant. Vous voulez savoir ce que vos collaborateurs pensent et apparemment, ils ont déjà conclu un accord de plaidoyer prévoyant une coopération avec M. Brun. Vous voulez connaître leur passé, depuis quand sont-ils dans le gang et quelle est leur position. Ont-ils un rôle d'officier au sein du gang de motards? Cela vous en dit long. Comment rejoint-on un gang comme celui-ci? Souvent, il faut subir un passage à tabac pour être accepté. Donc, il est difficile de prétendre que vous ne saviez pas que c'était une organisation violente. Quand vous passez, vous savez, 30 secondes ou une minute à vous faire tabasser par vos nouveaux collègues, donc il y a beaucoup de recherches à faire, consulter d'anciens rapports de police, examiner de vieilles arrestations, retourner des gens, parler à des collaborateurs, parler à des victimes. Vous pouvez monter un dossier qui vous donne une connaissance solide de ce groupe Menace 13. En fait, selon nos informations sur cette fusillade, il reste difficile de la comparer à d'autres organisations nationales. Et Brown est intéressant parce que, d'après les documents du tribunal et les rapports que j'ai vus, il a vraiment tout avoué, tout le monde a livré les preuves. Je veux dire, il a dû plaider coupable pour ça. Il va apparemment écoper de 12 ans de prison. Je pense aussi que si un groupe voulait tuer quelqu'un, soi-disant parce qu'il était trop proche de la police, ou en mauvais termes, avec le gang, ce gars a dénoncé tout le monde et son nom est connu. Quelle sera sa vie en prison? Oui, difficile. En fait, c'est 12 ans, dont la moitié avec sursis. Donc, il s'en sort plutôt bien pour une tentative de meurtre ou une incitation au meurtre. Et donc, il ne fera finalement qu'un peu moins de 6 ans. Je ne sais pas s'il est plus en sécurité en prison ou dans la rue. Parce que la réalité, c'est que la plupart de ces gangs ont des contacts à l'intérieur, ils ont des gens qui sont là, et donc ils pourraient vivre dans une sorte d'unité de détention séparée. La détention protégée paraît souvent être la meilleure solution dans la plupart des systèmes pénitentiaires. Je pense que si j'allais en prison, je préférerais, vous savez, demander à être tout seul. Mais la réalité, c'est que c'est très éprouvant mentalement. Beaucoup de gens découvrent que passer 23 heures par jour en cellule en détention protégée n'est pas pour eux. Ils finissent plus par vouloir retourner dans la population, même si cela reste très dangereux pour eux. Il devra sûrement toujours surveiller ses arrières en tant que collaborateur. La seule chose positive que l'on puisse dire, c'est que je soupçonne que d'autres personnes dans cette chaîne ont peut-être aussi coopéré, malgré tout ce qu'ils disent sur la poursuite de quelqu'un ayant enfreint les règles et aperçu avec un policier. Au final, on dirait qu'ils essaient tous de sauver leur propre peau, et d'une certaine manière, cela atténue l'importance de M. Brun. Et dans le cas de Brun, parce que je suis sûr que les avocats de la défense d'Henry Bachmann, lorsqu'il sera jugé, vont vraiment attaquer la crédibilité de Brun en disant «Je n'ai rien à voir avec ça. Peut-être que vous avez des messages, je n'aimais pas la victime». Je ne suis pas avocat, mais c'est l'argument que je suppose qu'ils avanceraient, probablement. Qu'est-ce qui entre en jeu dans la décision de proposer un accord de plaidoyer à quelqu'un? Et évaluer s'il sera vraiment un témoin crédible au procès? Oui, excellente question. D'abord, beaucoup de temps est passé à huis clos pour recueillir une déclaration préalable. En d'autres termes, lui donner la possibilité de vous parler et de prouver sa valeur, en vous donnant des détails dont certains que vous connaissez, ce qui vous permet donc de savoir s'il dit la vérité, et d'autres que vous ne connaissez pas. Je veux dire, c'est un peu comme manipuler des serpents, quand même. Vous savez, il faut vraiment faire attention, sinon ils se retournent et vous mordent, et donc une partie de cela est interne. Par exemple, vous l'interrogez, vous cherchez à savoir s'il protège ou incrimine faussement certaines personnes, s'il est cohérent. Mais au procès, pour convaincre le jury, la corroboration reste généralement l'essentiel. Oh, vous voyez, qu'est-ce que je peux montrer d'autre qui prouve que ce type dit la vérité? Et je crois que dans ce cas, si je me souviens bien, ils ont obtenu une vidéo de la maison de Flesia qui montre Brown avec l'arme. Donc oui, cela nuit à Brown en montrant qu'il est un participant actif, mais c'est parfaitement cohérent avec ce que Brown lui avait dit avant qu'il ne récupère cette vidéo. Donc, plus vous pouvez montrer de sources indépendantes, soit d'autres collaborateurs qui sont liés à lui, soit des messages textes, ou des éléments physiques saisis comme l'arme à feu qu'ils auraient obtenue. La voiture qui s'est dirigée vers Louisville. Vous savez, tout ce qu'ils ont qui montre que ce type a dit la vérité va être très important pour convaincre le jury. Puis il y a Courtney Bachmann, arrêtée. Et il semble qu'il y ait beaucoup de crimes financiers présumés liés à ce bar qu'il possède. Elle payait les employés en espèces. Elle a sous-déclaré des centaines de milliers de dollars à l'État de l'Indiana.
Cela semble très louche en termes de gestion d'entreprise, mais en ce qui concerne la façon dont elle sera poursuivie et potentiellement liée aux activités criminelles de son mari, comment interprétez-vous ces chiffres de sous-déclaration? Pourquoi serait-il important de payer les employés en espèces, surtout si elle est accusée d'appartenir à ce syndicat du crime organisé? Oui, je veux dire, écoutez, si vous essayez de faire du biker bar le centre de l'univers du gang ici, alors il est logique de montrer que même l'exploitation du bar était complètement louche. Et ça, vous savez, en tant que mari et femme, on peut certainement en déduire que le mari avait une connaissance active de ce qu'elle faisait. Écoutez, je pense qu'une grande partie de tout ça concerne probablement davantage la pression. Vous savez, ils ne sont pas pressés de traiter une affaire fiscale avec seulement quelques centaines de milliers de dollars de pertes en Indiana. Et je crois qu'ils veulent mettre un maximum de pression sur le plus de gens possible. La pression sur elle pourrait aussi influencer M. Bachman. Ce qui veut dire qu'il pourrait en arriver à un point où ils lui proposent un accord de plaidoyer et ils disent oh, vous savez, soit vous plaidez coupable, soit on va s'acharner complètement sur votre femme. Si vous acceptez le plaidoyer, on pourrait la laisser tranquille ou lui donner un traitement léger. On verra si la galanterie existe encore lors des négociations avec la famille Bachman. Et avec Bashman, parce qu'il semble que le lien principal soit Flesia, qui envoie des messages à Boise, à Bashman, et qu'ils aient une sorte de conversation. Des messages circulaient dans le chat signal où Bachman était présent, et Brown affirme aussi avoir entendu des choses. Je sais qu'il y a sûrement bien plus que nous ignorons et qui pourrait apparaître au procès. Mais en tant qu'avocat de la défense, est-ce que vous aimeriez vos chances à ce stade pour essayer peut-être de le dissocier de ce meurtre qui a eu lieu? À ce stade, à quel point le dossier de l'Indiana semble-t-il solide? C'est tout simplement trop tôt. Je veux dire, quand vous obtenez... Je pense que ce que vous feriez en tant qu'avocat de la défense, c'est que vous diriez, vous savez, je vous entends, ça ne ressemble pas à un dossier infaillible. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une affaire fondée sur la science médico-légale, par exemple. Elle repose sur une coopération potentielle et le témoignage de nombreux témoins qui ont tous des casseroles, y compris la victime, j'en suis sûr. Mais au final, on ne sait vraiment pas ce qu'on ne sait pas. Par exemple, il pourrait très bien y avoir, pour autant qu'on le sache, une vidéo de surveillance qui a filmé l'agression. Ils n'ont peut-être pas inclus cela dans la documentation limitée vue jusqu'ici ou ne l'avaient pas encore récupéré alors. Le dossier pourrait ainsi devenir bien plus solide pour le gouvernement. Mais pour l'instant, à première vue, on dirait, eh bien, c'est une affaire basée sur des collaborateurs. Les gars ont des casseroles. Cet homme a obtenu un accord en or. D'autres pourraient suivre les règles et refuser de coopérer. Donc, oui, on peut tenter le procès. D'après ce que vous voyez en ce moment, il est tout simplement trop tôt pour connaître l'ensemble, vous savez, de tous les éléments de découverte que vous allez voir. Et puis avec les Bachmann, je veux dire, ils étaient propriétaires d'entreprises, enfin, ils le sont toujours et ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Mais vous savez, des propriétaires d'entreprises dans la communauté, une famille qui semble bien sous tout rapport en apparence, quand il y a des gens, quand il a été arrêté, qui n'arrivaient pas à croire qu'on puisse l'accuser d'une chose pareille. Quand vous voyez des activités criminelles organisées, que ce soit un gang de motards ou une autre forme de criminalité organisée, à quelle fréquence, en apparence, ces personnes te le bolent semblent être des membres tout à fait normaux de la société, alors qu'en réalité, ils mènent des opérations en coulisses que personne ne soupçonnerait jusqu'à ce qu'une arrestation ait lieu? Oui, je vais vous donner un exemple à ce sujet. J'ai été très impliqué dans les poursuites contre Menace 13, un gang très différent de Menace 13, même s'ils étaient tous fascinés par ce chiffre. C'était très intéressant car presque tous les membres de MS-13 que nous avons poursuivis dans la région du Maryland, district de Columbia et Virginie avaient un emploi de jour. Vous savez, ils sortaient, travaillaient dans la construction, faisaient quelque chose dans la rue. Donc, il n'y avait vraiment pas d'activité criminelle de 9 à 17 heures, du lundi au vendredi. Le vendredi soir, ces gars se retrouvaient, sortaient et disaient qu'il fallait tuer un rival, puis le faisaient. C'était une étrange dichotomie. Certains semblaient simplement être des travailleurs ordinaires accomplissant leurs tâches normales. Maintenant, ils n'avaient peut-être pas beaucoup d'amis et de famille pour les soutenir. Je pense que c'est la personne la plus travailleuse et respectueuse. Mais il y avait ce genre de, je ne sais pas, dichotomie ou de double personnalité. Être productif pendant la journée et faire un travail difficile. Puis rentrer, retrouver un gang et sortir tuer des gens. Une dernière question. J'ai toujours été fasciné par les gangs de motards et le fait que les Hells Angels aient un local comme le Elks Club, un lieu connu de tous.
Pourtant, le ministère de la Justice les reconnaît comme organisation criminelle. La MS-13 n'a pas vraiment, un local de club Rotary dans une ville. Pourquoi ces gangs de motards sont-ils si visibles? Certains organisent même des événements caritatifs. Mais en même temps, ils ont ce côté criminel où on voit des histoires comme celle qui est évoquée ici. Je pense que c'est en partie dû au grand nombre de clubs de motards et à cette histoire de 99% et 1%. Vous savez, tous ceux qui sont dans un club de motards disent qu'ils font partie des 99%, ce qui veut dire qu'ils sont respectueux de la loi. Le problème est que le 1%, ou peu importe le nombre, impliqués dans des activités criminelles, tiennent le même discours et cherchent une façade publique. Donc, vous avez raison, ils ne sont pas le seul type de gang à essayer de s'aventurer dans les relations publiques. Par exemple, les Latin Kings cherchaient à faire élire des membres au gouvernement en tant que Latin Kings. Et il y a un aspect virulent à cela. Pour les motards, il existe une vision nostalgique américaine où ils ne semblent pas représenter une réelle menace en dehors de leur cercle. Et il y a aussi une histoire selon laquelle la grande majorité des gens qui font de la moto ne s'engagent pas dans des activités criminelles. C'est une dynamique étrange que tu as notée, et je pense qu'on idéalise souvent la façon dont ces types agissent, alors qu'en réalité, ils sont bien plus dangereux. Je précise que les procureurs fédéraux s'efforcent de cibler les clubhouses, les insignes et de saisir les biens matériels ainsi que la propriété intellectuelle de ces gangs. Et ils ont eu des résultats mitigés au fil des années concernant la propriété intellectuelle, mais pour les biens matériels, ils peuvent généralement les prouver dans le cadre d'une procédure Racketeer Influenced and Corrupt Organization et les saisir. Oui, c'est une affaire fascinante qui vient de l'Indiana, près de Louisville. Certains prévenus seront jugés le mois prochain. Nous verrons comment cela se passera. Jim Trusty, ravi de vous accueillir sur Law and Crime. Bien sûr, avec plaisir. Ravi de vous voir. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.